RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le maître Yodu, Johan Durand qui est là comme à chaque fois. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va super, écoute, je suis ravi de te retrouver et ravi de voir qu'RMC Running continue de progresser. Déjà dans le contenu, parce que ça c'est important. Ensuite sur les réseaux sociaux, Instagram, le club RMC Running sur Strava notamment. Laissez d'ailleurs des notes sur les plateformes de téléchargement, Apple, Spotify, Deezer et des commentaires, comme ça nous aide encore à grandir. Et on est heureux de voir que des amis qu'on accompagne arrivent sur le toit du monde. Et ça c'est quelque chose parce que c'est une spéciale Jimmy Gressier aujourd'hui, une légende du sport français à nos côtés. Un ami de longue date qu'on a souvent accompagné, qu'on a félicité à chaque record. Bon, en même temps il y avait beaucoup de records qui tombaient, donc à chaque fois Super, il est venu nous voir un paquet de fois. Ouais, exactement. Et surtout, on s'est régalé de le suivre à Tokyo. Il est devenu le 9e Français sacré champion du monde d'athlétisme sur 10 000 mètres. Qui plus est, il est à mes côtés. Salut Jimmy. Salut Benoît, salut Yodu. Ça va ? Ça va et vous ? Bah ça va super, écoute. Ça parfois tu viens pour un coup de gueule, parfois pour un record, et puis là pour carrément un titre mondial. Quoi. Ouais, multidiscussion, donc c'est bien. C'est ça, il y a toujours plein de trucs à dire avec Jimmy. On va revenir sur cette course d'anthologie. Rappeler également la médaille de bronze sur le 5000 qui a suivi, parce que gagner une médaille c'est bien, mais en gagner deux c'est exceptionnel et encore plus fort. Et puis la digestion de tout cela, et puis tu sais ce qui nous intéresse toujours Jimmy, nous c'est la projection vers la suite. On sait que tu changes souvent d'avis sur les différentes distances, donc on a envie de savoir ce que va faire désormais notre Jimmy Gressier national. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, notre champion du monde est là aujourd'hui. Le dernier effort de Jimmy Gressier, 28 secondes 42. Il va peut-être exploser son record de France. Jimmy Gressier, il va accélérer dans la dernière ligne droite et il va passer un Éthiopien. Il est derrière Almgren. Est-ce qu'il va faire l'effort même pour s'imposer? C'est Jimmy Gressier est champion du monde. Jimmy Gressier est champion du monde du 10 000 mètres. Jamais on aurait imaginé ça. Et là, Jimmy Gressier, le petit gars du Nord, le petit gars de Boulogne-sur-Mer, il est champion du monde du 10 000 mètres. Champion du monde, Jimmy Gressier. Jimmy Gressier qui va manger Binyam Mehari. Et s'il tient Jimmy, il y aura au moins une médaille de bronze. Le titre pour Corps, la deuxième place pour Kimeli. Mais Jimmy Gressier est encore médaillé. Médaille de bronze sur 10 000 mètres. Jimmy Gressier remporte 2 médailles mondiales sur 10 000 mètres et sur 5 000 mètres. Une légende du sport français désormais, Jimmy Gressier. Ça, c'est un sacré honneur, Jimmy, je te le dis, parce que ton 5000 a été carrément couvert en intégralité sur RMC. Ce qui n'arrive jamais, d'ailleurs, en incroyable. radio. D'ailleurs, j'adore les commentaires. Ah ouais, on embrasse Aurélien Tiersin, qui était au-dessus, d'ailleurs, qui va passer nous voir, mais qui s'est régalé avec toi, qui nous racontait d'ailleurs cette anecdote, c'est-à-dire que sur le 10 000, et on pourra en parler, mais au début, il s'est dit on n'a pas trop de chance, donc il suivit le concours de la longueur avec Hilary Pacha, et au final, il s'est dit quand même, à 4 km de l'arrivée, bon, Jimmy est pas mal, je vais le suivre. Et il a bien fait, parce que tu as fait une fin de course de dingue, et surtout, on est en direct depuis chez toi, chez ta famille, chez ton oncle et ta tante, c'était fou ce jour-là. Jimmy, encore merci d'être venu dans RMC Running parce que c'est bien de t'avoir avant, mais surtout après, t'es un ami fidèle, donc au moins t'es venu tout de suite et pour ça on te remercie. Comment ça va alors Jimmy, t'es en forme ? Écoute, ça va, en forme non. non, parce que les représentations, un peu toutes les représentations que j'enchaîne en ce moment me fatiguent, mais c'est pas le plus important. Je suis au repos au niveau athlétique pour l'instant. Je vais reprendre sûrement fin de semaine, mais en tout cas en forme mentalement, le fait d'enchaîner un peu tous les rendez-vous avec les amis aussi, que j'ai pu retrouver ma famille, ça fait du bien. Parce que t'es parti en vacances direct pour déconnecter, donc t'es un peu peut-être sorti de tout ça. Ouais. Là tu replonges dedans, le week-end dernier t'étais à Boulogne chez toi, t'as rencontré justement plein de fans, des membres de ton fan club. Là tu fais la tournée des médias. Ouais. Ça te remet dedans, t'entends les commentaires et tout, tu replonges dans l'euphorie de Tokyo. Oui, bien sûr, je replonge dans l'euphorie de Tokyo. J'ai levé les bras encore tout à l'heure pendant les commentaires. Mais oui, je replonge tout doucement dedans. Ça fait du bien parce qu'on est un sport qui est quand même ingrat, la course à pied, qui est quand même dur. Et de replonger dans des moments comme ça, des moments historiques, marquants pour moi, qui vont me marquer à vie maintenant. Ça fait du bien et puis il faut en profiter de re-regarder ces images et écouter ces commentaires qui sont fabuleux, ça fait plaisir. Tu t'es refait les courses
Tu les as regardés ? Ouais, je les ai regardés, mais déjà le lendemain de la course, je pense que j'ai regardé 50 fois mon finish et je me suis dit ah ouais. La bouche ouverte comme ça. Ouais, je me suis dit ah ouais, c'est beau quand même. Ah ouais, c'est beau. Et Johan, on en a reçu des champions dans RMC Running. Là, on a une affection particulière pour Jimmy, donc c'est encore plus exacerbé, mais toi en particulier, Johan, tu te rends compte de ce que ça représente que d'être champion du monde du 10 000 mètres. C'est un truc invraisemblable. C'est un des trucs les plus durs à réaliser dans une carrière de sportif de haut niveau, quoi. Ah, c'est dans le milieu de l'athlé, ouais, il faut se rendre compte que c'est le 1500, le 5000, le 10 000, c'est monstrueux le niveau qu'il y a. Alors après, bien sûr, il y a de la densité sur plein d'épreuves, mais sur le 10 000, généralement, c'était impossible qu'un non-africain déjà être sur le podium, c'était monstrueux, mais gagner, c'est encore un step au-dessus. Et honnêtement, j'avais pas regardé la start list et j'étais dans mon canapé, et quand j'ai vu les gars défiler, je me suis dit je me suis dit ouais, Jimmy va être champion du monde, mais là je me suis dit c'est quasiment impossible, tu vois, parce qu'il manquait pas grand monde, il manquait quasiment personne. Et quand je voyais la tête des gars, je me suis dit non, mais là, je me suis dit ouais, il est costaud, mais déjà aller chercher un top 5, je me disais ça sera déjà une belle perf. Et au fur et à mesure de la course, je me suis dit mais en fait il va le faire. Il a couru d'une façon très intelligente, et puis après il nous racontera tout. Ouais, mais c'est vrai que de base, franchement, même moi qui suis dans le milieu, quand je voyais les déclarations de Jimmy qui voulait être champion du monde, au moment du départ de la course, j'aurais pas misé beaucoup sur la victoire de Jimmy. D'ailleurs, ma cote était à 80, donc ça montre que... Ouais. D'ailleurs, tu m'en voudras pas, tu vas aller dans le Super Moscato Show après. Ouais. Pierre Dorian m'envoie un message véridique, tu pourras lui demander à l'antenne, mais c'est vrai. Il m'envoie un message au début de la course, il me dit Jimmy, il a une chance d'être champion du monde. Je lui ai dit 0. Après, il est revenu vers moi. Évidemment, on était tous comme des... Je pense que j'ai dû faire mentir pas mal. Mais c'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport. Je veux juste replacer ta perf justement dans l'histoire du sport français, parce que là on dépasse le cadre de l'athlé. Tu es donc le 9e français sacré champion du monde, c'est déjà quelque chose. Le 3e européen seulement sacré sur la distance, avec le cas particulier de Mo Farah, qui est arrivé lui en Grande-Bretagne à l'adolescence, mais qui est né en Afrique, donc forcément il a un profil particulier. Et il est double champion olympique du 5000 et du 10 000, c'est un athlète hors norme. L'autre c'était Alberto Cova en 83, l'italien, donc ça commençait à dater. Et surtout en termes français, tu es seulement le 3e athlète de l'histoire à faire 2 médailles sur des championnats, après Eunice Barber et Christine Aron, qui avait réussi sur 100 et 200 en 2005. Ça vous replace effectivement la perte de Jimmy. Allons-y direct sur la course. T'arrives à Tokyo, t'arrives boosté de confiance, et ça on avait fait le débrief avec Johan et il nous avait dit attention, parce que c'est aussi ce qui s'est passé en finale de Diamond League qui l'a aidé certainement à prendre confiance en lui et aller s'affirmer en tant que favori sur le 10 000. Raconte-nous tout ça, les coulisses, comment ça s'est passé, le départ, la gestion de course alors. Déjà, en fait, ma saison a été exceptionnelle depuis janvier. Tout ce que j'ai touché quasiment s'est transformé en réussite. Et ça, j'en dois beaucoup à mon staff qui m'accompagne. Et en fait, cette saison, ça a été incroyable. On me prenait un peu pour un bébête quand je disais à Paris que j'arrivais à 80% de mes capacités et que derrière, je fais le record de France en 12,51. On me dit, attends, mais il ment, en fait, il est en forme. Mais non, simplement à Paris, je fais 12,51, mais c'est l'accumulation de tout ce que j'ai fait depuis des années. Le 5000, c'est devenu une distance facile, alors qu'à la base, c'est une distance horrible. Mais à force d'en courir, j'ai pris beaucoup en maturité. Et je montre là qu'en fait, en finale des championnats du monde, que ce soit sur 10 000, 5 000, j'ai plus un niveau à 12,51. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas encore couru 12,40, 12,45. Mais j'en suis sûr qu'avant la fin de ma carrière, je vais courir entre 12,45 et 12,40. Ça, j'en suis sûr. Sur 10 000 mètres, j'en suis sûr que je vais courir entre 26,45 et 26,30. Et en fait, pour l'instant, mes chronos ne sont pas représentatifs du niveau que j'avais ce jour-là. Tu sais fondamentalement que tu as le niveau pour atteindre ces chronos. Comme je savais que je pouvais être un jour champion du monde, et on me disait il se prend pour qui, il manque d'humilité ou je ne sais quel mot pour me définir. Mais moi, j'ai toujours cru en moi. Je continue de croire encore plus en moi aujourd'hui, parce que c'est bien de le croire, mais de le faire, c'est encore plus beau. Sauf que je garde aussi les pieds sur terre. Je sais que l'athlète, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. C'est un sport, je le dis, je le répète, ingrat, mais par contre ça m'ouvre d'énormes perspectives. Et voilà. Et comment après j'ai préparé sa course, c'est qu'après Zurich, j'ai dit une chose à ma copine qui est drôle, parce que je suis assez chambreur, et je dis à ma copine, ils m'ont mis du sang sur la canine, ça va barder au championnat du monde. Et elle rigolait, elle me dit mais arrête de faire le malin, etc. Mais je fais le malin, mais avec beaucoup de respect, parce que moi je me prends pas la tête sur toutes ces choses là. Et j'ai fait que de dire sur le stage préparatoire 2 semaines à Louis Gilabert,
Je lui dis, tu te rends compte, t'es en chambre avec un champion du monde quand même, avant les championnats du monde. Mais je savais pas que j'allais être champion du monde, enfin, tu peux pas savoir. Mais par contre, je l'envisageais dans ma tête. Je savais un truc, et quand t'es un puriste et que tu connais l'athlète, tu sais que si tu vises le top 5, t'es proche de la médaille. Tu sais que si tu vises la médaille, t'es proche du titre de champion du monde. Et d'ailleurs, dans la course, quand j'arrive dans le dernier 400 mètres, je me dis, ok, je suis bien, mais comment sont mes adversaires, je peux pas le savoir non plus. Et finir en 53, peut-être que quelqu'un aurait pu finir ce jour-là en 51. Sauf que quand je me replace à 200 mètres de la ligne, que je vois les mecs un petit peu devant moi, et que rien qu'en me replaçant, je passe à la 6e place, et que je rentre dans la dernière ligne droite, et que sur peut-être 3-4 foulées, je passe à la 3e position, alors que j'ai pas encore mis tout ce que j'avais, je me dis, oh la dinguerie, je vais faire un truc de fou. Mais vraiment, dans ma tête, je me dis, là, ça va être ouf. Ça, c'est passionnant ce que tu dis. Et Yoann, on peut s'appuyer sur ton expérience aussi. Ça veut dire que vous, sur des distances pareilles, à la sensation, la façon dont vous êtes, le lactique, etc., dans le dernier tour, tu sais ce qui va se passer quasiment. Tu sais que, c'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, tu te dis, minimum, c'est le bronze. En fait, quand tu parles de lactique, t'as raison d'en parler, parce que le lactique, c'est notre pire ennemi. Ouais. Mais sauf que quand tu sens pas de lactique, c'est que tu sais que t'es bien. Ouais, c'est ça. Et là, je rentre dans le dernier 200, j'ai pas mal aux jambes. Je me dis, waouh, là, il va se passer quelque chose. C'est le jour J. C'est ça, mais sur ce championnat, j'étais sur la lune, en fait. Tout ce que je faisais, ça me semblait facile. Ouais. Et ça me semblait pas facile, pas parce que mes adversaires sont nuls, parce que je pense que je suis arrivé au top de ma forme ce jour-là, physiquement et mentalement, parce que c'est important de dire mentalement. Je suis arrivé très fort physiquement, mais cramé mentalement, et ça donnait des 4e places au championnat d'Europe ou des choses comme ça. Et en fait, là, je rentre dans la dernière ligne droite et je me dis, ok, let's go. Je passe à la 3e position, et là, c'est un moment tellement jouissif, parce que je me dis, ok, là, faut la mettre, et je remonte les épaules sur Amgren, je suis 2e, et là je me dis non, là ça se présente, il faut le prendre en fait. Et j'étais tellement comme un gamin dans ces derniers 20 mètres, et d'ailleurs je passe la langue, je sais pas pourquoi je célèbre comme ça, mais c'est vraiment l'instant qui parle. Mais quand je revois ma tête, on dirait la tête d'un petit gamin qui est trop content d'avoir fait un truc de ouf. Et d'ailleurs j'adore revoir ces images. Et puis derrière, après le 5000 mètres, je voulais concrétiser, je voulais être double champion du monde, mais je savais que ça allait être très dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que j'avais jamais vécu, c'était la redescente émotionnelle entre les 2 courses, et même les 3 courses. Et j'ai quand même enchaîné 50 tours de piste, et donc, mais ces 50 tours de piste sont passés plus vite qu'un 1500 mètres presque dans la saison en meeting, tellement j'étais sur un nuage. Oui, mais après il y a les sollicitations, t'es à l'autre bout du monde, mais toute la France réagit, même Zidane réagit, c'est complètement dingue ce qui se passe pour toi. Mais juste sur ces points précis de la course, on raconte ce dernier tour de folie, tu sens que t'es bien, les jambes sont là et tout. Tu te vois gagner quand ? Sur les 50 derniers mètres ? Quand tu remontes comme ça va trop vite ? Est-ce que tu as le souvenir précis de ce que tu as en tête à ce moment-là, quoi ? À 30 mètres de la ligne. Vraiment là, à toute fin. Ah ouais, mais ça se joue de toute façon. Ça rien avec Kajelcha. Oui, mais peut-être que tu vois la différence d'allure et tu te dis je vais le doubler au dernier moment. Et d'ailleurs, Steph Diagana le dit bien quand je regarde les vidéos aussi. On voit qu'il y a une différence d'allure par rapport à mes adversaires qui, eux, sont en train de ralentir et moi, je suis en train d'accélérer. Et je finis en 12-6 et 25-4 le dernier 200, donc moi je suis vraiment en train d'accélérer, sauf que eux, l'attaque qu'ils mettent au 300, moi je la mets pas encore, je patiente. Et parce que j'ai appris avec la Diamond League, avec pas mal de courses, je suis déjà capable de finir très fort depuis longtemps. Il y a 4 ans, je faisais 3 fois 3000 à l'entraînement, 8,05, 7,55, 7,50, 2,23 derniers 1000, 53 derniers 400. Sauf que je le faisais à l'entraînement. Mais en compétition, j'étais cramé. Pourquoi ? Parce que je faisais des entraînements trop durs en fait. Alors, vous réécouterez ce podcast et ce petit passage plusieurs fois. Après, vous regarderez à quoi ça correspond en termes d'allure sur Internet. Parce que dit comme ça à la va-vite, ok, mais après, vous regarderez ce que c'est qu'un 300, que 53 secondes, qu'un kilo en 2,24. Enfin, vous regarderez tous ces chiffres assez hallucinants. Mais tu vois, c'est l'avantage de t'avoir suivi sur de longs mois. C'est vrai que tu es venu plusieurs fois en 2025 dans RMC Running. Je me souviens de toi, moi, à la sortie de la tournée en salle américaine. Parce que tu viens, tu bats les records, tu es très content de tes performances, mais t'es loin du vainqueur américain qui, à ce moment-là, est lui gonflé à bloc et tout. On se dit, le mec est très fort, il va être très fort au championnat du monde. Ça va être dur aussi pour Jimmy de lutter contre ces mecs-là. Et ce qui est fou, je sais pas si Yoann a eu cette sensation, mais nous, on te voit côte à côte avec lui sur cette course-là, sur ce 10 000. Et on se dit, putain, mais attends, au printemps, il était loin derrière le gars, même s'il battait ses records Jimmy. Et là, il est au coude à coude. Donc,
c'est dire le gap qui a été atteint sur ces championnats du monde. Mais c'est surtout ce qu'il faut regarder, ce qui est important aussi dans notre sport, c'est l'athlète, c'est une question de planification et de timing et d'état de forme. Et moi, en janvier, j'étais peut-être à 70% de ma forme, pourtant je battais déjà des records de France et des records d'Europe. Mais pourquoi ? Parce que moi, j'ai coupé 5 semaines après les Jeux Olympiques, donc le temps de revenir à ton niveau et encore de passer les caps derrière. Et peut-être que Grant Fischer a peut-être coupé 1 semaine ou peut-être 2 semaines. Et donc en fait, il est revenu plus rapidement en forme que moi, et c'est surtout que de base il avait un niveau beaucoup plus fort que le mien, sauf que c'est moi ça que aujourd'hui c'est ça qui est dingue. Oui, mais parce que on est dans un sport où on a beaucoup de chances de continuer à progresser, parce que ça serait tellement nul si bien sûr. on progressait. Oui, mais il y en a plein qui progressent pas, ils peuvent s'entraîner comme ils veulent, tu vois. Il faut s'entraîner avec Adrien Taouji, alors pour progresser. C'est ça la clé en fait. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, à un moment donné, je vais être honnête avec Jimmy et je vais lui dire, c'est qu'à un moment donné, dans sa saison, j'ai un peu douté. Fin juillet, là, jusqu'aux élites, où Yann Schrub le bat aux élites, il y avait eu un 1500 en 3,32, il y avait eu un mile un peu compliqué. Et honnêtement, là, je me suis dit, ah ouais, Jimmy, il est en train il va arriver à Tokyo sans certitude, tu vois. Je me disais, ça va être compliqué parce qu'il y avait eu quand t'es d'extérieur, que tu sais pas ce que fait le gars à l'entraînement, que tu analyses juste les compétitions, je me suis dit ouais, là il est un peu dans le creux de la vague, donc soit ça va remonter après à Tokyo, soit il est en train d'avoir un peu les ailes qui touchent la piste et la saison devient un peu compliquée, tu vois. Et avec le recul, quand tu analyses tout ça, tu te dis ça se trouve pendant cette période-là de fin juillet, il est arrivé aux élites, ils étaient dans une charge de travail, tu vois, il y avait peut-être un stage à Font-Romeu, machin, et ça tu le sais qu'après, tu vois. Et effectivement, moi à un moment donné, je me suis dit ouais, là la saison de Jimmy, aux mondiaux, tu vois, ça va être compliqué. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que certainement dans l'entraînement avec Adrien, ils avaient peut-être planifié de continuer à charger l'entraînement et d'arriver aux élites ou d'arriver sur ces 1500-là sans prépa spécifique pour arriver frais à Tokyo, quoi. Mais Yoann, il a raison de souligner ça parce que c'était pas fait exprès, c'est aussi une petite erreur, et la seule petite erreur qu'on a fait de la saison, c'est de rajouter le mile à Berlin en voulant battre mon record au 1500 au passage au mile. C'est compliqué, ça n'existe pas, et surtout que j'avais enchaîné Monaco juste avant. 6 jours après un 1500 à Osden sous la pluie où je fais 3,32,70, je suis satisfait, mais je suis en fait, le problème c'est que je sais que je peux faire moins de 3,30 au 1500, j'ai envie de le faire dans ma carrière, et donc en fait je me suis dit ok, et puis en voyant Yann faire 3,31 tout seul assez facilement à Lyon, je me suis dit mais moi aussi j'ai envie de le faire. Et en fait c'est là la petite erreur qu'on fait, c'est que au lieu de regarder entre guillemets ce que Yann fait, là j'aurais plutôt dû me dire c'est pas grave, t'as fait 3,32,70, passe à autre chose. Et en fait on voulait recourir, moi je voulais un peu moins, mais mon coach voulait que j'aille au mile à Berlin, et au final j'y vais, et c'est vrai qu'après ce mile je me dis mentalement j'étais pas très bien, je me dis ça va être dur la saison, enfin là la fin de saison ça va être dur, sauf que derrière on va au championnat de France, je fais une course magnifique qui passe pas à grand chose pour battre Yann. Je me rappelle de cette course, il y a une bousculade, t'es en train de retenir ton pote d'ailleurs qui est en train de tomber, vous êtes tous les trois, et puis finalement ça s'emballe et c'est Yann qui l'emporte. Et moi cette course elle m'a mise elle m'a mis un petit coup de pied aux fesses, et c'est là, je pense, le tournant de ma saison. Berlin, une semaine avant, ça aurait pu être le tournant dans le mauvais sens. Ouais, bien sûr. Et là, les championnats de France, malgré que je gagne pas, c'est le tournant dans le bon sens. Je pars tout de suite à Font-Romeu, je m'entraîne à Font-Romeu, je passe un stage incroyable, et par contre, on travaille sur le dernier 400. Et avec mon coach, on dit ok, au championnat de France, tu gagnes pas parce que tu es moins bon ou plus bon si j'avais gagné. Non, c'est pas ça la question. C'est pourquoi sur le dernier 400, tu te fais battre dans la dernière ligne droite à chaque fois pour Yann. Alors que moi, mon coach, quand il me demande mon avis, je lui dis non, mais à la cloche, je suis tellement bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis trop brusque dans mes changements de rythme. Ouais. Je veux attaquer trop vite, trop tôt. Et puis, une chose qu'elle a dit ma copine, j'étais pas serein avant sur mon finish parce que tout le monde m'a catégorisé comme un puncher, un mec qui savait que courir au train. Et donc moi, en fait, c'est rentré un peu dans ma tête et je faisais un peu un complexe d'infériorité par rapport à mon finish. Et donc du coup, malgré que je le faisais à l'entraînement, quand j'arrivais en championnat, j'avais peur. Et donc en fait, je cherchais à faire la différence avant le dernier 400. Sauf qu'à Zurich, quand tu bats des vice-champions olympiques, etc., et je dis non, mais en fait, tu vas arrêter d'écouter les gens. Tu as gagné la Diamond League. C'est la finale de la Diamond League. Tu remportes la finale de la Diamond League. C'est là où tu te dis... mais là, je suis comme un enfant. Pour moi, j'ai gagné la Ligue des Champions. C'est l'Europa League. C'est gagné l'Europa League. Ah non, la Ligue des Champions, je préfère la Ligue des Champions. C'était incroyable. Et donc, du coup, derrière,
Là, je me dis, ok, au championnat du monde, on va se régaler. Et d'ailleurs, sur ma fin de prépa, ma dernière séance 12 jours avant, je fais simplement... ma dernière séance, je fais 10 fois 1000 dans la halle, récup 1 minute, pas très rapide, on l'interprète comme on veut, mais je fais ça en 2,42 au train. Le 5e, je dois accélérer, changement de rythme, je fais à peu près du 2,33, sauf que derrière, je reviens sur du 2,41, 2,40, et le dernier 1000, je refais 2,24, mais en finissant 53 et 1,7 le dernier 500. Et derrière, je pars à Wakayama, on fait notre stage préparatoire avec l'équipe de France et on reste sur des petites séances d'acclimatation. Et la dernière séance que je fais, elle est vraiment pas dure. C'est juste 5 fois 1000 à 2,55, tranquille au train, en mode seuil. Et le 6e, le premier 600, toujours à allure 2,55. Par contre, dernier 400, on le fait en étage. Tu vois, genre premier 100 mètres un peu plus lent, deuxième 100 mètres un peu plus rapide, troisième 100 mètres, donc dans le 300 mètres, on accélère. Et dernier 100 mètres, je finis 11,90. Et je fais 100 mètres. Ouais, et je finis 53 derniers tours, mais en faisant peut-être 24 derniers 200 et 11,90 dernière ligne droite. Et je suis avec Louis Gilavert qui court 3,32. Ouais. Et je lui dis, voilà, un stippler, un miler. Stippler, miler. Et là, je lui dis, fais le premier 600 à 2,55. Tu me laisses passer au 400. Par contre, tu essayes de me déboîter dans le dernier 200. Psychologiquement, pour essayer de résister. Et là, je pensais vraiment que dans cette configuration, il allait me battre dans le dernier 100 mètres. Sauf que quand il m'attaque, je réponds d'une manière, j'accélère. Je fais 11,90 dernier 100 mètres. Et là, il me regarde, il dit, gros, là t'es costaud. Je lui dis, ça fait 3 jours, je te dis, je vais être champion du monde. Et il rigole, tu vois. Et là, je me dis, par contre, là, au championnat du monde, j'espère que ça va se passer comme ça. Tous les jours, je partais en footing. Je voulais que ça se passe exactement comme la course s'est passée. Exactement. C'est le 10 000 le plus lent de l'histoire des championnats du monde. Et d'ailleurs, ça a fait réagir beaucoup de monde. Les non-puristes disaient, mais il a gagné parce que c'était tactique. Le 5000 n'était pas tactique, j'ai fait 3e. Et en fait, mais c'est vrai que. En 2,50. Même si ça part doucement, après, il faut mettre le kick pour aller gagner. T'es que face à des cadors. Et bien sûr. Si toi, t'es pas entamé, eux non plus. Mais par contre, c'est vrai que je pense que les Africains se sont quand même tirés. Un peu, ils ont mal joué tactiquement sur beaucoup. Alors les Africains sont rentrés dans le rang, ça sera un autre sujet, on pourra en discuter par rapport à plein de paramètres, par rapport aux problèmes de dopage et tout ça. Mais ils ont surtout toutes les courses, j'ai l'impression qu'ils ont mal couru tactiquement, que ça soit sur le steep, sur le 1500, sur le 5000 ou le 10 000, parce que là, s'ils voulaient laisser des chances aux Européens, à Amgren ou à Jimmy, ils ne pouvaient pas s'y prendre mieux que ça, que de passer de 15-15 au 5000. Hein. Alors que s'ils avaient couru en 26 comme au JO de Paris, ils auraient pu asphyxier tout le monde et comme ça mieux gérer leur course. Ils ne pouvaient pas courir en 26. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'humidité. 30 degrés, c'est ça. 30 degrés. Barrega, il a essayé de partir, moi je l'ai vu, mais il s'est vite calmé. Mais non, c'était pas possible de courir vite. Il faisait 30 degrés, 68% d'humidité. C'est ça. Et puis tout à l'heure, Johan, il disait aussi qu'il manquait pas grand monde. Il manquait personne. Pourquoi il manquait personne ? Parce que Cheptegei, c'est le champion du monde du 10 000 avant moi. Mais non, il s'est pas fait attraper. Non, il est monté sur marathon. Il n'a pas été. Chicago, je crois. Il n'a pas de problème avec le dopage Cheptegei, mais il est monté sur marathon. Et donc du coup, moi, je pars du principe, dans ce cas-là, si on dit qu'il manquait Cheptegei, mais non, il est monté sur marathon. Dans ce cas-là, on va rechercher Mo Farah, Bekele, tout le monde. Ah non, mais il manquait personne, clairement. Tout le monde était là. Et à partir du moment où il y a Kejelcha qui est là, de toute façon, tout le monde est là. Nous, on est très amis et il a bossé pour RMC, donc souviens-toi, on était ensemble, lui et moi, en zone mixte au jeu de Paris 2024. Pierre-Ambroise Boss, il est champion du monde aussi. Bien sûr. Tu n'as même pas regardé contre qui t'es champion du monde. Tu es champion du monde. Il n'y a pas de on s'est donné rendez-vous ce jour-là. On s'est donné rendez-vous ce jour-là. Ça n'a pas été prévenu la veille qu'il y avait les championnats du monde. On a tous été prévenus ce jour-là. Il fallait arriver le meilleur possible. Et ce jour-là, je suis champion du monde. Point. C'est fait. C'est dans ma collection. Et le lendemain, peut-être que je ne suis pas champion du monde. Mais là où je suis vraiment heureux pour toi, c'est que on se connaît maintenant depuis longtemps. Tu viens régulièrement dans RMC Running et je te remercie encore une fois. Mais surtout, moi, la frustration qu'on avait, nous, et les puristes aussi de course à pied, c'est que tu avais ce truc de battre tous les records. Jimmy, on sait qu'il est fort du 1500 au marathon. On sait d'avance que tu vas être fort sur marathon. On sait que quand il faut sortir un chrono, tu vas le sortir. Quand tu vas sur le semi de Paris, on sait que tu es extraordinaire. Quand tu vas être champion d'Europe, tu y vas. Il nous manquait ce truc, et on l'avait débriefé, souviens-toi, après les Europes, dit en janvier, la victoire. Le truc, le grand championnat. Le truc qui fait que
ta carrière, tu vas la valider par une grande médaille dans des championnats internationaux. On t'a eu d'ailleurs après Monaco où pareil, t'avais dit moi la forme est là, mais il faut le concrétiser avec une médaille. Et là, c'est pas une, mais 2 médailles que tu ramènes. Ce cran, tu l'as atteint. C'est ça. Et là, ça change tout dans ta carrière. Mais le plus frustré dans cette histoire, c'était moi. Non, mais évidemment. C'était moi. Et moi, quand je toi, parlais... t'as toujours tout mis en place pour gagner, mais après, t'as levé ce dernier frein que t'avais, quoi. C'est ça. Et moi, tu vois, je disais à tout le monde, j'échange ma carrière, tous mes records avec le palmarès de Jan Schrupp. Toujours dit, tu vois, et sur il y a une stat qui est importante à rappeler, et d'ailleurs ça va le motiver pour me battre les prochaines fois Yann, mais Yann sur une course rapide m'a jamais battu. Je suis l'un des seuls athlètes qu'il a jamais battu. Pas que je suis plus fort que lui ou qu'il est moins fort que moi, c'est juste que jusqu'à présent j'étais un coureur au top sur des courses rapides, mais tactiquement j'avais une faille. Aujourd'hui, cette faille, je l'ai corrigée sur 3 courses, pas que sur une course. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y a pas de coup de chance. Et moi, j'ai déjà hâte d'être à la nouvelle saison parce que maintenant, j'ai pris en confiance fois 1000. Bien sûr, c'est toujours pareil, il faut garder les pieds sur terre. Ce qui a été fait aujourd'hui ne sera pas facilement à refaire prochainement, entre guillemets. Mais par contre, j'ai appris quelque chose. J'ai appris comment finir un dernier 400. Et il y a quelqu'un qui m'avait appelé, et je tiens à le souligner, après Munich, quand je finis 4e et que je suis déçu et que pour la première fois, je pleure pour l'athlète dans le mauvais sens. Bob Tari, il m'appelle le lendemain. Pas de nouvelles depuis 3-4 ans. Je le voyais passer sur les chaînes TV, etc. Il m'appelle, il me dit Jimmy, moi je t'appelle pas quand tu réussis, je m'en fous. Là, je t'appelle parce que j'ai regardé la course. Il me dit, t'as pas besoin de courir comme ça. Je t'ai déjà vu à l'entraînement, t'es fort. T'as pas besoin de courir devant, envoyer, t'as pas besoin de faire ça. Travaille à l'entraînement, finis en 53, 54, la fin d'un 10 000, 2,23 derniers 1000, tu pourras être champion du monde, tu pourras être champion d'Europe, tu pourras être tout. Et ma copine me le rappelle à chaque fois. Elle me dit, oublie pas que Bob Tari t'avait dit ça à l'époque. Et au final, ce qu'il a dit, c'est vrai, mais en même temps, c'est un athlète, lui, sait ce que c'est la course à pied. C'est pas les, je veux pas être méchant, mais c'est pas les tontons sur Facebook qui mettent des messages où limite ils disent à mon entraîneur comment il faut m'entraîner. Tu vois. Donc là, j'ai pris ça très à cœur et au sérieux, et il avait raison. Et tactiquement, t'as bien géré ce 10 000, hein, parce que quand ça court pas, la difficulté c'est que ça met des coups, c'est que ça met des à-coups, ça part, ça relance. Mais tibia d'ailleurs. Ça court couloir 3. C'est ça, les pointes, les coups de pointe dans les tibias, ça se bagarre, et Jimmy a toujours été dans le... Alors, j'ai pas revu la course, mais je le voyais toujours dans cette position-là, 3-4 à la corde, et quand ça s'emballe, il s'affole pas, les autres sont en train de se bousculer, couloir 2, lui il reste gentiment là, et après c'est une histoire d'opportunité, parce que c'est vrai que la porte s'ouvre dans le dernier 100 mètres, parce que si devant ça s'écarte pas, les mecs ils font une erreur monumentale, parce que sinon Jimmy il est obligé de partir couloir 3, et là il gagne pas, tu vois, il va faire podium, mais aller chercher Guégecha. Tu gagnes un peu extérieur quand même, mais quand c'est la ligne droite. Et la ligne droite, les mecs s'écartent et le laissent passer. C'est vrai. Mais en fait, et c'est l'opportunité. Ça s'ouvre toujours à un moment donné. C'est ça. Surtout dans la dernière ligne droite, tout le monde s'affole un peu, tout le monde se décale parce que tout le monde pense qu'il peut déboîter la personne de devant. Mais moi, ce qui était important sur cette course, c'est Zurich, c'est le tournant de ma carrière de toute façon, parce que là, on parle de carrière et pas juste d'une course. Aujourd'hui, on parle de carrière quand même réussie avec un titre de champion du monde. Oui. Mais pendant la course, je me félicite à chaque tour de mon placement. À chaque tour. Parce que mon coach m'avait dit... Reste et pareil ici, sur le 5000. fais pas le fou. Et pareil sur le 5000. Comme ça, tu restes calme, t'es concentré. Tu vois, on voyait Jakob Ingebrigtsen depuis des années, on dit, mais c'est une masterclass tactique, il prend le temps, etc. Mais pourquoi il prend le temps ? Parce qu'il a confiance. Il sait très bien qu'il peut se replacer quand il veut. Tu vois tout à l'arrière du peloton. Bon, là, faut pas le juger sur les mondiaux. Bien sûr. Je sais pas si vous avez vu sur les séries, mais je pars cette fois-ci derrière Jakob. Si, j'ai vu, moi, bien sûr. Et ça en dit long. Sur le 5000 Sur le 5000 en série, ça en dit long. Parce que d'habitude, le plus fort, Jakob, il se met derrière. Et moi, je me dis, je vais me mettre derrière, je vais montrer à tous que vous pouvez courir tactique, rapide, etc. Je serai là. Et pourquoi ? T'as bien fait de pas rester derrière. Non, après, je me suis replacé. Au bout d'un moment, il faut se replacer quand même. Mais toute la course, je me suis félicité. Je me disais bravo dans ma tête. Et je voyais même pas passer les tours. Et à chaque fois que je voulais me replacer, j'y arrivais. Juste sur le 5000 mètres, à 800 mètres de l'arrivée, on est 13, je suis bloqué, je sens que je suis bien, je sens qu'il faut partir avant Cole Walker, qu'il faut être bien placé, c'est ça. Fort. Et moi, je me dis, il faut pas attendre Cole Walker dans le dernier 400 mètres, mais je peux pas sortir, impossible. Et donc, en fait, quand j'arrive à la cloche, sur 3 appuis, je me replace et je me dis, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Vous savez que moi, je dis les choses, je me replace tellement facilement et je suis déjà 3e, mais je me dis,
Vas-y, Yodu. Ça m'a marqué quand il s'est replacé, parce que c'est là où on voit qu'il a le titre de champion du monde, parce qu'il s'est imposé. Tu vois, des fois, la porte, elle s'ouvre pas, tu passes pas l'épaule, les mecs, ils font truc. Et là, quand, je sais pas, c'est parce qu'il est champion du monde, il arrive et paf, la porte, elle s'ouvre et le mec, il met pas l'épaule, tu vois, parce qu'il se dit, oh putain, c'est Gressier, il l'ose pas, tu vois. Et à l'inverse, Yann, lui, il était au couloir 2 en train de se bagarrer à l'extérieur à essayer de se placer. Il a jamais réussi à ouvrir la porte. Et Jimmy, je pense, par sa carrure et maintenant le respect qu'il va imposer sur les prochaines courses, c'est que, il va pouvoir arriver et se dire, comme fait Jacob, arriver et se poser et dire, là, laisse-moi passer, garçon. C'est le boss qui arrive, tu vois. Tu vois, et je trouve que ça m'a marqué sur le 5000. On va s'est revenir imposé sur plus que Yann. Cette finale du 5000 parce que moi j'ai une impression visuelle et je veux que tu me confirmes si toi tu as ressenti la même chose sur la piste, mais juste avant, le 10 000 se termine. Moi, je voulais savoir quelle a été l'appréciation, le public français en folie. On précise quand même qu'on finit les mondiaux avec 2 médailles, c'est les 2 tiennent. Hein, voilà, donc heureusement et que en plus, là, le dimanche, les 2 courses, le dimanche à midi où tout le monde est devant la télé, il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment, c'était pas un mardi à 17h perdu que personne ne regarde. Donc, tu sauves l'équipe de France sur ce rassemblement-là. On sait l'importance que tu as désormais dans cette équipe française. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue extérieur. Déjà de tes concurrents. Quelle a été leur réaction quand tu gagnes comme ça à la suite du 10 000 ? Et aussi de la presse étrangère. Est-ce que tu as senti, toi aussi, tout de suite, une sorte de marque de respect des gros médias étrangers, des médias américains qui assomment tout sur des mondiaux ? Est-ce que ça, tu l'as ressenti immédiatement ? Oui, bien évidemment. De toute façon, après Zurich, dans la chambre d'appel, je regarde Fischer, il vient me féliciter et je lui dis, s'il te plaît, prends pas tout au championnat du monde, laisse-moi une médaille. Je lui dis en rigolant, il a rigolé. Et après, dans la chambre d'appel, c'est après le titre de champion du monde, c'est pareil, les adversaires viennent te voir, ils te font un câlin pour te dire bravo. En fait, tout le monde est bienveillant. Tu vois le regard qui change, les autres ? Oui. Sur ça, oui. Même Jacob, quand je suis en série, dans la chambre d'appel avant de commencer la course, il vient me voir, il me félicite, il me dit bravo, t'as été fort, tu dois être en confiance aujourd'hui. Je lui dis que oui, je suis en confiance. Et il me dit que c'est extraordinaire, tu vois. Alors qu'il y a 2 ans, 3 ans de ça, il rediscutait mon entraînement sur un média, tu vois. Et j'ai vu que ça a changé. Après, j'ai vu aussi que les Américains, il va falloir que je remette les pendules à l'heure aussi sur des chronos aussi qui vont être importants de se rapprocher des meilleurs, parce que pour eux, ils disaient, j'ai vu passer quelques trucs en mode, je me lève le matin, je vois que c'est Jimmy Gressier champion du monde, what the fuck. C'est pour ça que je te demande ça, parce que l'appréciation est complètement différente à l'étranger. Oui, aux États-Unis. Pour eux, ils me connaissent quand même un petit peu, mais beaucoup moins que leurs athlètes. Et puis les États-Unis, c'était tellement grand que je pense qu'ils se regardent presque que entre eux parce que leur niveau est exceptionnel. Exactement. Et que là, ils me voient arriver, ils regardent pas tout ce que j'ai fait avant, ma progression, de là où je viens, etc. Ils savent pas trop cette histoire-là. Donc ça limite, les a ils vont se dire c'est une contre-perf de Fischer plutôt que la victoire de Gressier. Exactement. C'est ça. Moi, c'est ça qui me faisait rire aussi tout de suite le lendemain quand je voyais des commentaires. Ah ouais, mais c'était tactique. Ah ouais, mais c'était. Mais non, mais ça a beau être tactique. C'est celui qui va réussir à finir le plus fort, c'est celui qui est le moins fatigué. Parce que sur un 100 mètres ou un 200 mètres classique, si on fait un 100 mètres tous ensemble, on a presque tous la même vitesse, que ce soit même les Africains, etc. Par contre, il y a une chose qui est importante dans ces courses-là, c'est le kick, le changement de rythme à haute vitesse. Et ça, je l'ai grâce au foot. Ce changement de rythme, presque le changement de direction au foot, en athlète, c'est pas un changement de direction, mais c'est un changement de rythme, la façon de changer la foulée, raccourcir la foulée et mettre beaucoup plus de puissance. Et ça, je sais le faire assez facilement, alors que des mecs qui ont des foulées énormes, ça n'arrive pas à le faire. Et ça peut jouer un titre dans un dernier 30 mètres. Sur le 5000, honnêtement, rien à dire sur la gestion de ta série, parce que tu es en total contrôle. Tu vas même terminer 2e, je crois, de ta série, donc tu es vraiment très bien. Tu sais que tu fais le boulot, etc. Arrive la finale, donc on est à la toute fin des championnats du monde. Tes championnats du monde sont réussis, puisque tu es donc champion du monde du 10 000. La course passe, comme tu le dis, tu as ce regret par rapport à Cole Walker qui lui a un finish fantastique, l'américain, il est fort. Et forcément champion olympique du 15. Exactement. Et en plus il s'était fait sortir du 1500, donc il avait. Voilà, donc vexé, etc. Et puis là, c'était le moment pour lui de se rattraper. Moi, je te dis la vérité, je l'ai revu ce matin et j'ai eu la même impression quand je l'ai vu en direct chez moi. J'ai cette impression que quand on est dans le dernier virage là et que Cole Walker te passe devant, comme si dans ta tête tu disais l'or c'est mort. Par contre, la médaille, elle sera là. Exactement. Et j'ai la sensation, vous regarderez la course d'ailleurs chez vous si vous nous écoutez, mais sur le dernier 100 mètres, quand tu vas terminer comme ça, que tu vas chercher le bronze, quelque part, tu te retournes un peu et tu dis, c'est bon, j'ai la médaille de bronze. Mais en fait, c'est cette fraction de seconde où il te passe devant toi, tu te dis, là c'est cuit, c'est lui qui va y aller et je vais aller chercher le. J'arrive dans le dernier 200, je me dis, ok, je vois que Kimeli est bien, je me dis, il faut rester derrière, tu déboîtes à la fin.
je suis derrière lui, je me dis je vais être champion du monde. Sincèrement, à 150 mètres de la ligne, je me dis je suis champion du monde. Milieu de virage. Milieu de virage. Ouais. Je me dis je vais être champion du monde. Là, Cole Hauker déboîte au 120 et là, ça me coupe les jambes. D'un seul coup, en fait, je passe d'un moment 30 mètres avant où je me dis je suis bien à où il me passe à une haute intensité, et tu le vois à ta droite en plus. Hein, et là, j'ai l'impression que je me dis là, c'est mort. Et en fait, quand j'arrive derrière, Kimeli répond tout de suite sur les 10 premiers mètres à Cole Hauker. Il prend cette avance-là. Derrière, j'arrive plus à remonter. Je suis à la même vitesse quasiment que Kimeli, mais pas que Cole Hauker. Cole Hauker est passé devant. Et là, je me dis, faut la médaille. Bien sûr. Parce que je vais pas dire que je m'en fous entre 2e et 3e. Je dis pas ça. Non. Mais entre 3e et 1er, il y a encore une énorme différence. Entre 2e et 3e, un peu moins. T'es vice-champion du monde, t'es pas 3e. Et entre 3e et 4e, il y a une là, il y en a une grosse différence. Et donc, j'ai préféré, entre guillemets, plutôt assurer que d'essayer quelque chose de fou qui serait certainement pas passé. Ça c'est vu, je trouve. C'est ce sentiment et c'est la magie de l'athlète, c'est la fraction de seconde où on voit sur ton visage que tu comprends que le mec a mis le kick et que c'est cuit. La victoire, c'est cuit. C'est ça. Alors que sur le 10 000, on sent que tu es serein et que tu vas terminer et que tu vas chercher. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Franchement, vous aimez le sport, vous nous écoutez souvent dans RMC Running, mais tous les fans de sport, c'est pour ça que l'athlète est si particulier, c'est que ressentir des émotions pareilles, c'est complètement dingue quand même. Enfin, c'était l'occasion pour nous de te dire bravo encore une fois. La retombée sur Terre, enfin, le retour à la vie normale aujourd'hui, donc tu sors de vacances, tu arrives chez toi. Là, on arrive à se projeter sportivement ou là, tu es encore dans le moment où tu vas faire toute cette partie médiatique et puis après, tu réfléchiras. T'as envie d'y aller, t'as cette envie de courir ou pas? Ah non, mais je pense que je suis né avec des idées dans la tête déjà à ma naissance. Je pense qu'à mes 1 an, je devais déjà parler à ma mère et lui dire que j'avais envie de faire des tas de choses. Sincèrement, tout de suite après le 10 000, j'étais concentré sur le 5 000. Après le 5 000, j'étais déjà programmé sur la saison qui allait arriver. Même en vacances, je parlais à ma copine de ce qu'on allait faire, etc. Et non, franchement, je suis tout de suite entre guillemets passé à autre chose dans la planification, etc. J'en profite tous les jours de mon titre de champion du monde. Je suis très très heureux. Je suis vraiment le plus heureux. Mais par contre, je suis un mec qui aime entreprendre, qui aime mettre des choses en place. Et en fait, je vis de ça. Je me nourris d'objectifs, de projets. Et j'ai des projets. Mais si tu creuses là aujourd'hui dans ma tête avec une petite pelle, tu vas dire mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, je dors très bien. Il y a qu'une marche au-dessus du titre de champion du monde. Hein. Ouais, c'est champion olympique. C'est champion olympique. Bah oui. Et aujourd'hui, là maintenant, je sais que tout est possible. Je le savais déjà, je le répète, mais là aujourd'hui, c'est entre guillemets probable qu'à Los Angeles, si j'arrive avec le même niveau de forme, il y ait au moins une médaille. C'est plus un rêve, c'est un objectif. Exactement, c'est ça la différence. C'est que c'est plus un rêve et ça devient un objectif. Par contre, faut pas se brûler les ailes parce que un rêve, ça te donne envie d'aller plus haut. Un objectif, ça peut te faire bégayer, entre guillemets. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir un caractère assez fort. Je sais d'où je viens. J'ai vécu des choses pires que d'être sur une ligne de départ au championnat du monde dans ma vie. Et en fait, je relativise beaucoup. Quand je suis sur une ligne de départ, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. C'est du bonheur, que du plaisir. Du bonheur. Et en fait, tu sais ce que tu t'es envoyé à l'entraînement pendant des mois et des mois. C'est ça. Et puis, je sais que j'ai gagné Zurich aussi. Je vais le répéter 50 000 fois, mais c'est pas anodin. La Diamond League, vraiment eu ce déclic qui est comme ça dans ta tête. On va revenir sur la suite de ta carrière et sur tes prochains objectifs, mais tu as annoncé aussi ce choix de quitter l'INSEP. Tu vas quitter l'INSEP, tu retournes à Boulogne-sur-Mer. C'est pour le soleil? Ouais, c'est pour le soleil et la mer plutôt plate. Non, en vrai, c'est pour me rapprocher de ma famille, de mes amis. Ça fait 5 ans maintenant que je suis parti à l'INSEP. Et à chaque fois, je rentrais en Coupe 20 à Boulogne. Sauf que voir tous tes amis, ta famille sur 3 jours, c'est pas possible. C'est trop compliqué. Je dormais peu quand je rentrais à Boulogne. J'avais du mal à m'entraîner. Et pour autant, moi, dans la vie, je sais que avec le sport, Johan peut te dire, je pense que s'il se retourne en arrière, il avait vu sa carrière passer en un claquement de doigts. Pourtant, il a duré 20 ans. C'est ça. Et moi, en fait, je vois déjà là que j'ai pris 8 ans quasiment en 2 ans. Ouais, c'est ça. Et je me dis que aussi, je vois mon grand-père vieillir, ma mère, puis mes neveux et nièces évoluer à une vitesse. Et j'ai envie de me rapprocher d'eux parce que c'est important le sport dans la vie, mais il n'y a pas que le sport aussi. C'est important d'avoir aussi d'autres moments plus simples. Moi, aller jouer à la pétanque le dimanche avec mon grand-père, aller jouer avec mes frères au paddle, etc. C'est des moments qui sont aussi énormes que d'être champion du monde et aussi importants. Et mais ça, j'ai envie de le retrouver. Tu le fais pour eux ou tu le fais pour toi, pour ton bien-être personnel?
Je pense que je le fais pour les deux. Je le fais pour les deux parce que ma famille m'aime beaucoup. Ça se voit dans leurs yeux. Ils sont très très fiers de moi. Et aujourd'hui, j'ai pris un choix égoïste de partir d'eux, mais pour la performance. Mais aujourd'hui, je ne rentre pas à Boulogne spécialement pour la performance, parce que sinon, ce serait de rester à l'INSEP, qui est pour moi l'un des meilleurs endroits de France et même d'Europe pour s'entraîner. Mais par contre, de là où je suis parti avec mon coach à la lampe torche Arnaud Dignel sur la Liane et que j'ai été triple champion d'Europe de cross, 2 fois champion d'Europe sur la piste, plusieurs fois recordman de France, je sais qu'on peut aussi arriver dans ces conditions, et au contraire ça nous forge, et en fait j'ai pas peur sur la suite. J'ai de la chance aujourd'hui d'être très très bien entouré, de pouvoir professionnaliser tous les gens qui vont être autour de moi aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était pas possible. Je te dis, acheter un vélo, une lampe torche, mon coach était obligé lui d'acheter parce que j'avais pas. Et aujourd'hui, j'ai de la chance d'être accompagné par Kipron et Decathlon. Très pragmatique, tu vas payer ton coach. Ah oui, voilà. c'est non, parce qu'en athlète, c'est pas une évidence. C'est pour ça qu'on le dit. Non, clairement. Si t'es venu pas pousser un coup de gueule, on le raconte toujours avec Johan. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, c'est important aussi aujourd'hui que ce que j'ai, une partie de ce que j'ai revienne aussi à mon coach qui m'a tout donné. C'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Et pour moi, dans la professionnalisation des coachs, des athlètes, je défends ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je veux accompagner mon coach et encore plus des gens encore autour que je vais vraiment essayer de professionnaliser jusqu'à 2028. Tu sens que ton rôle a évolué en équipe de France ? Tu te sens comme un leader aujourd'hui ? En fait, avant, je me sentais comme un leader sur la prise de parole, la prise de position. Mais bon, ça, c'était pas forcément mon rôle, mais je me contente pas que à courir. Donc, je pouvais avoir cette position-là. T'as envie d'endosser ce truc ou tu te dis laissez-moi tranquille ? Non, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de tirer tout le monde vers le haut. Après, il n'y a pas que moi en équipe de France. Et tout à l'heure, je voulais le souligner, mais j'ai pas eu forcément le temps de le dire. Mais faut pas oublier qu'il y a 2 ans, quand Kevin Mayer faisait la médaille, il était aussi seul et que moi, j'étais parmi ceux qui n'avaient pas ramené aussi de médailles à l'équipe de France. Et donc ça, faut le dire, faut le souligner, parce qu'il y a d'autres athlètes finalistes aujourd'hui. On est, je crois, 8 ou 7 à être finalistes. Et ces athlètes-là des belles promesses en plus. C'est ça, des belles promesses. Et ces athlètes-là sont dans l'ombre avec mes titres, avec mon titre et ma médaille sur le 5000, alors que ces gens-là, peut-être que dans 2 ans, c'est eux qui vont soulever l'équipe de France et que moi, je serai aux cacahuètes derrière. Donc, oui, faut mais garder tu les sais pieds comme sur moi, terre. quelle pression a eu Kevin Mayer sur les épaules avant ce forfait pour les Jeux de Paris en 2024. Moi, je le sais, on était quasiment en édition spéciale, nous, sur RMC, quand Mayer annonce son forfait, parce qu'on se dit, cataclysme en équipe derrière, de France d'athlètes, on n'aura pas de médaille, tu vois. C'est ça le truc. Donc, il va falloir que tu assumes ce truc. C'est-à-dire que chaque sortie, tu vas être estampillé, donc leader des Bleus. Les prises de parole, les conférences de presse d'avant-compète des JO, c'est toi qui seras mis en avant. Est-ce que tu as envie de vivre ça ? Est-ce que tu es prêt, armé à le faire ? Ou est-ce que ça va rien changer ? Comme je te dis, je suis armé depuis que je suis né. Moi, Au moins, il y aura de la punchline, ça c'est cool. Non, mais tout ça, moi, ça me fait pas peur. Franchement, tout ça, moi, je sais d'où je viens. Je sais les personnes qui ont été là quand personne n'était là à mes côtés. Donc, quelqu'un de mon entourage qui a été là depuis mes débuts, si lui me dit quelque chose, ça va me toucher. Quelqu'un qui n'a pas été là depuis le début, qui n'a pas vu là où j'ai grandi, qui n'a pas vu ce que je fais à l'entraînement, il peut me dire ce qu'il veut. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est pas positif, monte pas dans le bateau, ça va rien changer à ma vie en fait. Et je m'en fous en fait de ton avis. Et bien sûr que si c'est positif, constructif, on peut en discuter et il n'y a pas de souci. Mais des fois, je vois passer des messages, etc. Et même les médias, c'est très bien les médias. Mais moi, demain, s'il y a un média qui est pas d'accord ou qui raconte des conneries sur moi, ça me passe au-dessus. Je sais la personne que je suis. Et le plus important, j'ai une image en tête, c'est prends une glace, regarde-toi dedans. Si tu es fier de toi, tu es satisfait de la personne et de l'humain que tu es, c'est le plus important. Prends une glace, Johan, regarde-toi. Est-ce que tu es fier de toi ? Moi, la glace, je la mange. Et moi aussi, t'inquiète pas. Il y a un changement quand même important, c'est que tu quittes Adrien Taouji, tu retournes avec ton coach historique Arnaud Dignel. C'est besoin d'un autre discours, c'est lié à ton choix de vie parce que effectivement Adrien pouvait pas te suivre comme ça, vivre à Boulogne-sur-Mer et Arnaud est sur place. Quelles sont les raisons ? Déjà, moi je tiens à remercier mon coach Adrien Taouji et François Chiron, coach adjoint à l'INSEP, pour tout ce qu'il m'a apporté. Il m'a construit en tant qu'homme, en tant qu'athlète aussi. Arnaud a fait un travail formidable avant que j'arrive avec Adrien. Et aujourd'hui, je tiens à le remercier. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est le meilleur coach de France. Et d'ailleurs, c'est le seul à avoir un championnat
champion du monde du 10 000. Après, il y a de très 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 bons coachs en France qui font du très bon boulot et qui ont, j'espère, un jour l'occasion d'avoir un athlète qui fait champion du monde. Mais le fait de quitter l'INSEP, c'est pas sur le point de vue personnel, professionnel. C'est vraiment sur le point de vue personnel. Et travailler à distance, ça se fait. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fâcherie particulière avec Adrien, au contraire. Et tu vois, ça fait 6 mois qu'on l'a décidé déjà avant les championnats du monde. Et c'est pas après les championnats du monde, parce que les gens pourraient dire, mais attends, il a fait champion du monde, pourquoi il part? Non, ça a été décidé il y a 6 mois. On est resté sur ce qu'on s'était dit, parce que c'était réfléchi, c'était construit. On en a discuté, on a rediscuté avec Arnaud, etc. Et pour moi, je vis aussi l'aventure avec un coach comme une aventure de vie, une aventure humaine, pas que un plan d'entraînement et des retours sur entraînement, tu vois. Et moi, le fait de repartir avec un nouveau coach autre que Arnaud, ça m'intéressait pas, parce que j'ai vécu une belle histoire avec Arnaud. Il y a eu un an où Arnaud avait besoin de se reposer mentalement et physiquement, parce que, je le dis et je le répète, les coachs, c'est une vie quand même assez spéciale. Ils ne gagnent pas forcément très bien leur vie. C'est une vie ingrate. Ils laissent leur famille de côté. Et pour autant, quand ça fonctionne, on va presque dire que c'est pas normal. Forcément grâce à eux, c'est normal. Mais par contre, si ça fonctionne pas, ils se font défoncer. Et tu vois, ça, moi, je le sais. Et c'est pour ça que je les remercie et que je leur dis que je ferai jamais leur boulot, même s'il en faut des coachs. Attention, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent devenir coach, ils vivent aussi des très très bons moments. D'ailleurs, avec ce titre de champion du monde, Adrien, il m'a dit je t'aime. J'ai dit attention, Aude, elle est à côté, donc dis-moi pas trop fort. Après, c'est des ultra passionnés, donc c'est ça la joie que tu lui procures en devenant champion du monde, c'est sûr. Mais j'ai vu Adrien qui était dans le stade, je l'ai vécu cette émotion avec lui. J'ai vécu une émotion incroyable, et lui, je l'ai vu dans ses yeux, d'habitude qui est très pudique, réservé. Là, il s'est mis à nu, et c'était beau pour moi de voir ça. Et derrière, je reçois une vidéo de Arnaud, mon coach de toujours. Il est devant la télé, il pleure tout de suite, et il explose en larmes, comme beaucoup de Français. J'ai eu beaucoup de retours, et c'est ça qui me fait plaisir. Tu vois, un titre de champion du monde, c'est bien, mais si c'est personnel, c'est moins beau. Là, le fait d'entendre des gens qui ont pleuré, et d'ailleurs, j'ai pas pleuré moi pour mon titre. J'étais trop happy comme un enfant. Mais par contre, quand j'ai vu des vidéos après sur Facebook, des gens, je me rappelle avoir vu une vidéo d'un papy de 80 ans qui s'est filmé pendant la course. Ça m'a fait pleurer, mais à chaudes larmes, vraiment, parce que c'est beau de pouvoir faire aujourd'hui, dans la vie dans laquelle on évolue, dans le climat dans lequel on évolue, de pouvoir faire vivre des émotions comme ça. Et puis moi, je suis très attaché aux anciens qui nous ont appris des choses, qui ont représenté la France, de pouvoir encore leur faire vivre, parce que la précarité, aussi le fait que les anciens parfois se retrouvent tout seuls. Moi, je le vois avec mon grand-père, mais quand t'as ta femme ou ton homme qui décède, toi, tu te retrouves un peu tout seul. Si t'as pas ta famille à côté, ben c'est nul après la vie, tu vois. Non, c'est sûr. Et procurer un peu d'émotion chez les gens, c'est ce qui te fait vibrer le plus. Mais c'est le partage et la générosité sur l'émotion, le sport. Et c'est marrant parce que ça te correspond parfaitement, parce que c'est la première question que tu m'as posée, c'est comment tu l'as vécu la finale. Alors moi, je te racontais, je criais comme un benet chez moi avec ma fille de 6 ans. Tu m'as dit, et c'est la première chose. Et il y a des gens, ils m'ont dit, j'étais dans le train, j'ai crié. Il y a d'autres gens qui comprenaient pas. Mais c'est ça qui m'intéresse. On peut féliciter l'attitude extrêmement classe de ton équipementier Keep-Run aussi. Ça avait fait de nombreux sujets il y a quelques mois. Tu as rejoint Keep-Run, une marque du Nord, pour t'implanter comme ça localement. Un vrai choix particulier, parce qu'au niveau des pointes, ils n'étaient pas tout à fait au point. Tu es en train d'en développer une avec eux, justement. Tu n'as pas couru un Keep-Run. Ça a été totalement assumé par la marque. Et en termes d'image, parce que ça fait partie de notre métier, moi je trouve que ça a été extrêmement bien géré. T'as pas couru en Keep-Run, et pourtant ils se sont félicités de ta réussite, et toi tu as pu les remercier correctement. Faut pas oublier que j'ai pas couru en Keep-Run, mais je m'entraîne toute l'année en Keep-Run. Et donc c'est pas sur cette course que je suis champion du monde, c'est sur tous les entraînements que j'ai produits avant. Et si j'avais une mauvaise paire de chaussures au pied, j'aurais pu me blesser. Si j'avais une mauvaise paire de chaussures au pied, ben j'aurais pas forcément progressé comme il fallait. Et aujourd'hui, ce que je porte sur la finale, c'est un détail en plus ce jour J. Mais tout ce que j'ai fait avant, je l'ai fait en Keep-Run. Et là, si je cours pas en Keep-Run, c'est pas que leurs pointes ne sont pas bonnes, etc. C'est que faut pas oublier que les pointes, c'est un secteur de niche, et que les premières marques qui arrivent dans le milieu, elles se concentrent sur le running, parce que c'est ce qui vend le plus, et les gens sont plus intéressés. Vous pouvez faire un sondage,
qui a une paire de pointes chez lui, qui a une paire de running. Je pense que personne, je pense. Les pointes, à part en club, qui a des pointes. Et c'est pour ça que Keep Run, en me signant, ils se sont dit ok, là on a 10 000, il va falloir sortir une paire de pointes compétitive. Ils l'ont fait. J'ai travaillé à l'entraînement avec une paire de pointes qui n'a pas été homologuée pour quelques détails quasiment 3-4 semaines avant. Et du coup, j'ai dû changer de pointe. Et pourquoi j'ai pas couru avec les pointes de mon ancien équipementier, c'est que l'année dernière, avant les Jeux Olympiques, je me suis blessé au tendon. Et là, sur la fin de prépa, les pointes commençaient à me refaire mal. Et du coup, je me suis concentré sur une paire de pointes qui ressemblait plutôt à une paire de running d'aspect et même au pied, confortable. Et c'est pour ça que j'ai choisi la paire avec laquelle j'ai couru au championnat du monde et avec laquelle j'ai fait champion du monde. Mais j'aurais aimé être champion du monde, pardon, pas champion d'Europe. J'ai tellement l'habitude de dire champion d'Europe que champion du monde, ça me paraît bizarre. Mais ouais. Bon, Jimmy, le temps passe trop vite, malheureusement, mais on n'a pas posé la question essentielle. Parce que c'est la magie lorsque vous recevez Jimmy Gressier tous les 3-4 mois, c'est que forcément, à chaque fois, les objectifs changent. Quel est l'objectif ? Les distances changent, les enjeux changent, mais alors là, tout a été remis en question, j'imagine, par ce titre de champion du monde aux 10 000 mètres. Tu l'as dit, t'es passé d'un rêve à un objectif. Aujourd'hui, le plateau, les meilleurs étaient là, ça veut dire que ce sera à peu près le même plateau, même s'il peut y avoir une ou deux comètes pour 2028 à Los Angeles. Nous, on te voyait avec Johan sur un destin sur marathon, parce que c'est là que tu finiras par briller, on sait que tu as toutes les qualités pour y aller. Est-ce que l'adrénaline de la piste va prendre le dessus ? Est-ce que la suite de ta préparation pour Los Angeles, ça sera pour du 10 000, Jimmy ? Mais écoute, je pense que je vais effectivement potentiellement monter sur une nouvelle distance ou descendre sur une nouvelle distance plutôt, parce que après mon dernier 100 mètres du 10 000, j'ai pensé à commencer le 100 mètres. Ah ouais, 11-9 à l'entraînement. C'est clair. Non, en vrai, avant les championnats du monde, j'avais le projet de monter sur marathon pour Los Angeles. Sauf que faut pas se mentir. Après ce que j'ai fait au championnat du monde, mais il faut se poser les bonnes questions. Tu as 28 ans. J'ai 28 ans, j'aurai 31 après Los Angeles pour monter sur marathon. Ouais. Sauf que ça n'exclut pas, même si je reste sur 5 000, 10 000, avec les chaussures qu'on a aujourd'hui, qui sont... D'en faire un comme ça. C'est ça, d'en faire un comme ça pour le chrono et après redescendre sur 5 000, 10 000 mètres. Ce que je te propose, tu vas gagner le marathon de Paris en avril. Et puis après, tu reviens, et puis tu te remets sur piste, et puis tu vas à 10 000 à Los Angeles. Signé ou pas ? Je pense que ça peut être une bonne programmation. On va en discuter avec... Mais tu as envie, sur ta prépa de Los Angeles, de monter au moins une fois sur marathon. C'est l'info qu'on peut retenir. Oui, j'ai envie. Après, il faut aussi savoir que le secteur 1500 mètres est aussi important pour les courses tactiques. Et donc, en fait, il ne faut pas se griller les ailes. Est-ce que vaut pas mieux que je fasse 3,28 plutôt que de gagner le marathon de Paris ? Faut se poser la bonne question. Ouais. Ça se réfléchit. Et si Los Angeles était demain, tu irais sur 10 000 ? Oui, évidemment. Et 5 000 aussi. Et 5 000, le doublé, comme Mofara. C'est ça. T'imagines. Jimmy, merci beaucoup d'être venu dans RMC Running. Toujours un plaisir de passer ces moments avec toi. Récupère bien, tu es le bienvenu. Tu es chez toi sur RMC, donc tu viens quand tu veux. Merci au maître Yodu également. Bravo encore à Jimmy. Champion. Et toujours ce conseil, même quand vous êtes champion du monde d'athlète, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.